à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire dédié aux small et mid cap européennes. Donc aujourd'hui, nous avons la chance d'être en présence de Jean-Luc Ménard, gérant du fonds CMAM Small et Mid Cap Euro. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Michel, bonjour. Alors, Jean-Luc, donc ça fait à peu près bientôt 12 ans que tu gères le fonds CMAM Small et Mid Cap Euro avec la contribution de Jean-Louis Delay. Et en fait, c'est un fonds qui a vraiment une particularité dont il faut prendre note. C'est donc le modèle de valorisation et de scoring valeur qui est propriétaire et ce qui en fait vraiment une particularité par rapport à vos confrères. Alors, au-delà de ça, c'est un fonds qui aujourd'hui avoisine pratiquement 300 millions d'encours et il est donc sur un univers qui est les small et mid cap zone euro. Si on regarde les performances, c'est vrai qu'il faut le noter, qui sont plutôt flatteuses. On remarque que donc, tu es régulièrement dans le premier quartile par rapport au comparable et même top décile de façon périodique. Si on regarde un peu plus en détail, hein, on regarde une performance de 181% sur 10 ans, donc soit une performance de 18% par an annualisé, hein, si on annualise ces performances, qui le positionne à la 6e place par rapport à 64 confrères. Donc vraiment une particularité avec ce modèle de valorisation et ce scoring propriétaire qui en fait vraiment une différence et un avantage. Alors aujourd'hui, hein, on va traiter en détail ce fonds. Jean-Luc, tu vas présenter donc 3 points. Le tout premier point, tu avanceras sur l'ADN et l'ADN du fonds. En deuxième temps, tu donc nous présenteras le processus d'investissement qui est appliqué sur ce fonds, ainsi que 4 thèmes que vous considérez d'avenir sur le small et mid cap. Et ensuite, tu présenteras également l'intégration ISR, puisque c'est un fonds qui est aujourd'hui ISR. Comment vous intégrez l'ISR au fonds? Jean-Luc, je te laisse la parole sur l'ADN du fonds. Merci Michel. Donc l'ADN de ce fonds, alors déjà pour revenir sur l'intérêt d'investir sur les petites et moyennes valeurs de la zone euro, on a des valeurs qui sont des sociétés qui sont très dynamiques, qui opèrent vraiment sur des segments porteurs et qui permettent, quand on s'inscrit à moyen long terme, de faire de la performance. Comme tu l'as souligné Michel, la performance du fonds sur 10 ans, donc sur la part IC, est de plus de 180%. Ce qui nous semble intéressant dans le contexte actuel, c'est que si on anticipe que l'essentiel du resserrement monétaire par les banques centrales est derrière nous, il y a vraiment un intérêt à revenir et à se réintéresser à cette classe d'actifs qui vraiment a une croissance très nettement supérieure à ce que l'on peut trouver dans le marché à moyen long terme. La dynamique de ces sociétés vient notamment du fait d'opérer sur des niches d'activité où la concurrence est plus limitée et elles ont une grande capacité d'innovation. On y reviendra après sur les grandes tendances des petites et moyennes valeurs. Elles proposent souvent des produits ou des services à très forte valeur ajoutée, ce qui est très important dans le contexte inflationniste actuel, qui a vraiment mis l'emphase sur la nécessité de faire des gains de productivité, notamment du fait de l'augmentation des prix, que ce soit sur l'énergie ou les salaires. Et l'autre point très favorable pour ces sociétés, qui sont véritablement des plus petites structures, qui sont plus faciles à manier et plus faciles à, je dirais, faire accélérer la croissance, c'est la capacité élevée de la part des dirigeants de ces sociétés à faire croître encore plus vite leur entreprise via soit des acquisitions, soit des déploiements dans de nouvelles géographies. La philosophie du fonds, c'est très simple, c'est d'investir dans les sociétés qui soient bien positionnées, bénéficiant notamment de grandes tendances. Il n'y a aucun dogme sectoriel, on est capable d'aller sur tout secteur, tenter qu'on trouve de la qualité sur des sociétés vraiment qui présentent une certaine qualité et qui présentent une capacité de développement. On est persuadé que le meilleur des mondes quand on investit, c'est de trouver les bonnes sociétés bien évidemment et de les accompagner dans le temps au fur et à mesure qu'elles délivrent leur plan de croissance ou qu'elles délivrent sur les résultats trimestriels pour générer de la performance. Et on privilégie vraiment l'investissement dans des sociétés de taille moyenne. On fait très attention au concept de liquidité.
parce que je vais présenter le cas favorable d'accompagner une société dans le temps qui performe bien, mais on peut aussi se retrouver malheureusement à s'être trompé sur une société. Il faut être capable d'en sortir et ne pas mettre 4 à 6 mois pour sortir sa position. Et donc des sociétés de taille moyenne qui ont vraiment les moyens et le bilan aussi pour pouvoir accélérer leur développement. Le dernier point sur la philosophie de gestion, c'est que depuis un peu moins d'1 an, le fonds est labellisé ISR. L'approche en ESG est en place depuis 3 ans. Et les 2 indicateurs clés pour ce fonds sont l'intensité carbone et le pourcentage de femmes au conseil d'administration. Sur le processus d'investissement sur lequel on va revenir un peu après, le track record de l'équipe de gestion sur le fonds est de 11 ans. Donc ça fait pas mal d'années quand même qu'on regarde et qu'on travaille sur l'univers des petites et moyennes valeurs de la zone euro. Et les 2 points qui nous semblent clés et différenciants, à la fois l'utilisation d'un modèle de valorisation propriétaire et surtout le second point, c'est l'utilisation d'un scoring interne qui nous permet de repérer de nouvelles idées qui nous semblent intéressantes. Merci Jean-Luc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus donc, sur le processus d'investissement, hein? Tu en as déjà plus ou moins parlé, mais vraiment rentrer dans le détail, hein. Oui, c'est un processus d'investissement qui est en 4 grandes étapes: la génération d'idées, la due diligence, la construction du portefeuille et l'analyse de performance et contrôle des risques. On va s'intéresser surtout aujourd'hui aux 3 premières étapes. Donc la génération d'idées, la première étape qui est essentiellement basée sur le point différenciant, c'est le scoring interne. Scoring interne, imaginez un univers de 500 valeurs de petites et moyennes valeurs de la zone euro. Alors petites et moyennes valeurs, chez nous, on démarre à 200 millions d'euros de capitalisation boursière et on va jusqu'à 10 milliards d'euros à la date d'achat. On a 500 valeurs qui sont dans le scoring et on a des critères, quelques critères qui nous permettent vraiment de différencier les sociétés en telles et de les classer, donc de 1 à 500, avec notamment des critères de croissance des bénéfices sur les prochaines années, de révision sur les derniers mois, ou encore de niveau de ROE. Donc on va avoir telle société qui va être classée par exemple 50e, telle autre qui sera classée 450e, et nous, il y a un double travail. Le premier, c'est de regarder les sociétés qui sont très bien classées dans ce scoring et éventuellement, si tenter que ça passe, que cela passe au niveau ISR pour le fonds et qu'il y a un intérêt qualitatif sur cette société, on va lancer le travail d'analyse du modèle économique sur cette société. Donc ça va apporter de nouvelles idées. C'est un véritable radar, un outil très froid qui est basé sur les attentes du consensus Bloomberg et qui nous permet vraiment de repérer de nouvelles idées qui peuvent vraiment être intéressantes pour le fonds. Et le second élément basé sur ce scoring, c'est qu'il nous permet de regarder l'évolution dans ce scoring du classement des sociétés qui sont présentes en portefeuille. Et souvent, ça nous permet, c'est une alerte. Une alerte quand on a des sociétés, alors s'il y a toujours le biais du gérant, hein, quand on a choisi des sociétés, on les apprécie, donc a priori on veut les porter à long terme et, parce qu'on pense avoir raison, mais de temps en temps, le scoring nous challenge sur des positions qui peuvent se dégrader. Par exemple, telle société qui était centième il y a 3 mois, qui maintenant est 400e sur 500, ça nous force à reconsidérer le cas d'investissement. Alors on peut très bien garder la société dans le portefeuille, mais l'idée c'est vraiment de challenger les idées et voir finalement s'il n'y a pas de meilleures idées ailleurs qui permettront d'apporter plus de performance. Et le point clé aussi avec l'approche en ISR, c'est qu'on a une approche en sélectivité. On exclut toutes les valeurs qui ne sont pas notées dans la base finance responsable et durable, la base ESG propriétaire chez Crédit Mutuel Asset Management, et on exclut également les 20% des entreprises les moins bien notées pour définir notre univers d'investissement. Donc il y a des sociétés qui peuvent être très très bien classées, par exemple dans un scoring, mais qui ne passant pas le filtre ISR ne seront pas investies dans le fonds. Sur la deuxième partie, la due diligence, on se base essentiellement, et le point clé, c'est le modèle de valorisation, qui est un DCF simplifié, qui est une approche en valeur d'entreprise sur résultat d'exploitation. Alors, ça nous intéresse beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on a la structure et l'évolution du bilan dans ce modèle de valorisation. Et on prend en compte également la dynamique opérationnelle de la société. Et donc, ce modèle, on va regarder les chiffres de la société. Alors, par exemple, si on a une société, un management qui nous donne des perspectives à 2025 ou 2027, on va pouvoir intégrer ces chiffres dans le modèle de valorisation et voir, suivant la valorisation et le multiple de valorisation que l'on va appliquer à la société, ce que ça donne en termes de potentiel de performance à moyen long terme. Donc ça va être un chemin, si vous voulez,
de potentiel d'appréciation qu'on va regarder chaque année, 2023, 2024 et peut-être jusqu'à 2027. Et là, ça va être très très intéressant parce que quand on a des secousses sur le marché, ça permet à la fois de se poser un petit peu, de prendre un peu de recul et de se dire j'ai tel potentiel, est-ce que justement le moment n'est pas là pour renforcer ma position, ou j'ai tel potentiel, je vais tenir mes positions parce que je suis très convaincu par cette société et que là, mon modèle me dit que j'ai 30-40% dans les 2, 3, 4 prochaines années. On a intégré également un système de bonus-malus au niveau du coût moyen pondéré du capital. C'est en fonction de la note ESG donnée par le pôle finance responsable et durable. Donc là, on va avoir plus ou moins de potentiel en fonction de l'approche ESG, de la capacité des sociétés à s'intégrer dans cette approche. Et le modèle est revu très régulièrement, au moins une fois par an, mais en fait, on le fait tourner beaucoup plus fréquemment, dès qu'il y a quelque chose qui est de nature à faire bouger les estimations à moyen long terme des sociétés. Le point clé restant aussi d'identifier des équipes qui vont vraiment, qui sont performantes, des équipes de management, des managements qui sont performants et qui vont vraiment nous aider à créer de la performance dans le temps. La construction du portefeuille se fait avec, je vous l'ai dit en préambule, on est sur un univers qui va de 200 millions d'euros de capitalisation boursière à 10 milliards d'euros à la date d'achat, ce qui veut dire que dans le fonds, nous pouvons garder des sociétés qui ont dépassé les 10 milliards d'euros de capitalisation. Ce n'est pas parce qu'une société est arrivée à 10,5 milliards d'euros de capitalisation qu'elle ne présente plus d'intérêt pour le fonds, bien évidemment que non. Donc on va pouvoir garder ces sociétés si tant est qu'elles continuent selon nous, de présenter un potentiel d'appréciation dans le temps. Donc l'univers est défini par ces tailles de capitalisation et dans lequel nous rajoutons aussi les sociétés qui sont présentes dans le fonds et qui font plus de 10 milliards d'euros de capitalisation. Et pour l'ISR, nous avons le suivi des KPI de performance ESG et donc on doit toujours avoir l'intensité carbone et le nombre de femmes au conseil d'administration qui doit être supérieur, meilleur du moins que celui de l'univers de référence. Le point clé dans la construction du portefeuille, toujours capacité de conserver les positions. Alors là, je présente le cas favorable, capacité de conserver les positions, on est dans le meilleur des mondes, on investit sur une société qui se développe, qui performe bien en bourse, on n'a pas de problème, il n'y a pas de sujet de ne pas être au rendez-vous. Ça, c'est le cas facile, mais on a quand même conscience aussi que malheureusement on se trompe, cela arrive et cela arrive fréquemment. Et donc dans ces cas-là, il faut aussi savoir couper certaines positions, les réduire ou les couper complètement. Et c'est là où le scoring a tout son intérêt aussi. Pour nous challenger, comme je vous ai expliqué un peu avant, challenger les idées, se dire celle-là est en train de se dégrader dans le scoring, je vais réfléchir à ma position. Et là vraiment on a un outil froid qui vient nous challenger. Et donc ces sociétés-là, l'idée c'est de ne pas détruire de la valeur. L'idée, c'est toujours essayer de maximiser le portefeuille en termes de potentiel de performance et aussi d'éviter d'avoir, entre guillemets, des branches mortes qui ne vont pas aider la performance du fonds. Et où est-ce qu'on trouve donc ces sociétés qui vraiment performent dans le temps? Les sociétés bien positionnées, de qualité et qui sont sur des grandes tendances, dont certaines que nous avons identifiées. Alors comme on indiquait, donc il y a 4 longues tendances que tu souhaites mettre en avant. On les voit à l'écran. Je te laisse la parole, Jean-Luc, sur ces 4 grandes tendances que tu as identifiées. Oui, alors dans l'identification des grandes tendances, alors on en a mis 4, mais bien évidemment il y en a d'autres. On a 4 vraiment tendances qui nous orientent dans les choix de société et pour les accompagner dans le temps parce qu'on pense qu'elles sont vraiment positionnées sur des tendances très favorables à moyen long terme. La première, assez évidente, c'est l'innovation, mais qui est vraiment énormément renforcée par ce qu'il s'est passé, je dirais, depuis quelques années sur la thématique de l'inflation, de la hausse des prix. On voit très très bien qu'il y a une demande vraiment accrue pour notamment tout ce qui est automatisation, pour faire face à ce qui se passe sur le front de l'énergie et sur les salaires. Donc on a toute une partie du portefeuille, et notamment sur des valeurs industrielles comme Krones,
comme GEA, qui sont vraiment en ce moment très recherchés pour la demande de la part de leurs clients finaux pour des solutions ou notamment pour automatiser encore plus et pour gagner en productivité. C'est également le cas dans toute la sphère de l'électrification qu'on retrouve dans plusieurs thématiques. On retrouvera dans la thématique d'économie durable après, où on voit toute la partie semi-conducteur qui est également présente des taux de croissance très élevés, beaucoup d'innovation dans ce segment. Et là, on a toute la partie électrification, que ce soit dans le véhicule électrique, mais que ce soit aussi dans l'industrie, qui tire très très fort. Une société également comme Alten, dans la recherche et développement externalisé, a son mot à dire. Et là-dessus, on est vraiment sur, j'ai envie de dire, ce qui sont des sociétés qui performent bien depuis le début de l'année. Sont des sociétés qui sont très bien classées dans nos scorings. Et donc, ce sont des sociétés sur les derniers mois qui ont été renforcées dans le fond et qui ont vraiment toute leur part actuellement dans le fond. La deuxième thématique, sur la partie bien-être, tourisme, on voit qu'il y a une demande très très forte, hein, et ça a été encore accéléré par le Covid. Et on voit très très bien tout ce qui est la demande sur la partie luxe avec de nombreux développements dans certains pays comme en Chine, d'autres pays, Brésil, Inde. On voit qu'il y a une forte demande pour le luxe et donc le fonds est par exemple positionné de très longue date sur Moncler, puisque c'est maintenant une société qui fait plus de 10 milliards d'euros de capitalisation. Mais aussi, on s'est aussi réintéressé ces derniers mois au groupe SEB, qui a eu l'année dernière une année plus compliquée, mais qui nous semble bien orienté pour cette année avec la reprise de la consommation en Chine. Vous avez par exemple une société comme MTU dans le petit safran allemand, dans les moteurs d'avion, qui est très lié au tourisme et à la volonté de se déplacer, de profiter. Et on a aussi Rémi Cointreau dans la partie spiritueux. Donc ça également, deuxième thème qui performe bien depuis le début de l'année et qui est bien classé aussi dans nos scorings et qui a eu toute notre attention ces derniers mois. Un autre thème qui est au long cours sur l'économie durable, alors là qui est un thème un peu plus en difficulté depuis le début de l'année, qui avait fait l'année dernière de très très belles performances. Et là, on est vraiment sur une thématique vraiment au long cours, un peu moins recherchée, vraiment dans la transition énergétique, dans la mobilité durable, le développement des énergies renouvelables. Et là-dessus, on a de belles sociétés européennes qui se développent. Et la dernière thématique qui est une thématique très présente de longue date dans le fond, on est vraiment là sur des sociétés qui pour certaines sont présentes dans le fond depuis plus de 10 ans, les Sartorius Stedim, les Carl Zeiss Meditech ou Amplifon. Là aussi, thématique moins en vue actuellement, mais qui prouve bien qu'il ne faut pas être monothématique. Il faut avoir plusieurs thématiques, dans le fond, plusieurs angles d'attaque. Parce qu'en fonction de ce qui se passe sur l'économie, sur les marchés, telle ou telle thématique peut être plus poussée. Et cela souligne toujours que le maître mot, c'est d'être diversifié quand même sur les thématiques. Merci Jean-Luc. Donc on a parlé ADN, on a parlé processus, on a parlé tendance. Concrètement, comment ça se concrétise d'un point de vue performance? Donc là, vous voyez à l'écran, 5 étoiles Morningstar depuis un certain nombre d'années, hein, et je pense que on est bien parti pour que ça dure. En chiffres, donc plus 262% depuis bientôt plus de 10 ans, hein, à comparer à son indice de référence qui est l'Eurostoxx Small Net Return. On est pratiquement au double, alors, grossièrement, hein, pratiquement au double de la performance, ce qui est quand même un peu une concrétisation de tout ce que tu nous as expliqué, hein, sur le processus, comment vous l'appliquez et comment vous arrivez à générer de la performance de façon concrète. Sur la slide suivante, normalement, tu nous parles de à quel moment vous avez de la surperformance et de la sous-performance, ce qui est assez vraiment, qui marque pour moi, hein, qui est à mon sens un marqueur assez particulier de votre fonds, hein. Oui, on est sur des périodes à chaque fois d'un mois par rapport à l'indice de référence. Donc là, on a 131 mois depuis la reprise de la gestion du fonds il y a maintenant 11 ans. Et donc on voit bien tout à gauche
quand l'indice baisse de plus de 5% sur un mois calendaire, on voit que le fonds surperforme 86% du temps. Quand on est entre moins 5% et 0 sur un mois, le fonds surperforme environ 2/3 du temps. Et puis là, bien évidemment, quand on a des phases d'accélération assez fortes sur un mois calendaire, entre 0 et 5%, on est à peu près à moitié-moitié. Et quand l'indice performe violemment de plus de 5% sur un mois, là-dessus, le fonds A+ surperforme 31% du temps. Ce qui souligne bien, et je pense que c'est la caractéristique du fonds sur les 12 ans depuis qu'on le gère, sur les 11 ans, pardon, c'est vraiment d'aller toujours chercher quand même des sociétés de qualité. Des sociétés qui soient bien positionnées et de ne pas aller sur des bilans plus fragiles qui peuvent très violemment monter sur une période de temps d'un mois. Donc là, on ne sera pas au rendez-vous quand, par exemple, au mois de janvier, l'indice performe très violemment sur le rebond de beaucoup de sociétés de commodities, par exemple, de matières premières. On ne suivra pas. Mais la performance, on l'a fait dans des marchés qui sont plus étals. Et puis, on va parler de l'approche ISR, bien évidemment, avec, vous le voyez, l'intensité carbone qui est assez nettement en dessous de celle de son univers. Donc ça, c'est vraiment un KPI qui est suivi, bien évidemment, pour l'ISR. Et sur la note globale du fonds, qui est à 5,8 contre 5,1 pour l'univers, avec, vous avez le détail entre l'environnement, le social et la gouvernance. Et vous avez ici le détail des KPI, donc l'environnemental avec l'intensité carbone, et la partie gouvernance avec le pourcentage de femmes au sein du conseil d'administration qui est à près de 44% sur le fonds. Donc les petites et moyennes valeurs savent s'engager sur la voie de l'ISR. Alors, pour peut-être conclure, donc merci Jean-Luc. De façon très concrète, on a vu que c'est un fonds qui a son propre modèle, son propre scoring, qui arrive à générer de la performance et qui en plus est ISR, puisque je crois que vous êtes ISR depuis peu, et donc c'est important de le souligner. On va passer maintenant, si vous voulez bien, aux questions-réponses. Vous pouvez utiliser le chat dès à présent si vous avez des questions. Alors, je sais qu'on a reçu une question auparavant qui est, alors, via votre modèle de valorisation, il me semble que vous arrivez à calculer un potentiel sur votre portefeuille. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là sur ce potentiel que vous avez déjà estimé sur le fonds? Alors, sur toutes les sociétés en portefeuille, on a des objectifs de cours qui sont en fonction des années, c'est-à-dire qu'on valorise telle société à l'horizon 2023, sur les chiffres 2023, 2024, 2025, parfois plus loin, 2026-2027. Là, ce qui me semble pertinent à vous donner comme objectif, c'est celui, puisque certaines sociétés je dirais de qualité croissance ont bien performé ces dernières semaines, et anticipe certainement déjà certaines choses, notamment sur 2023. Ce qui me semble pertinent, c'est vous donner l'objectif quand on se base sur 2024, qui nous fait regarder à un an et demi devant en termes de chiffres. Et là, hier soir, on était à plus de 21% sur le fonds, donc avec toutes les sociétés valorisées, et on arrivait à 21%. Donc un potentiel assez significatif qui montre bien que les sociétés en portefeuille ont de la croissance. C'est assez engageant et enthousiasmant, 21% donc de potentiel futur. Alors, il y avait une deuxième question, on n'en a pas beaucoup parlé, et j'aimerais bien qu'on regarde ça plus en détail. On n'a pas parlé de taille, de valeur en portefeuille. Est-ce que tu peux nous dire, alors je sais qu'il y a une prédominance sur les mid-cap, mais de façon plus concrète, tu peux nous dire quelles sont les tailles de valeurs que tu as en portefeuille? Oui, tout à fait. Il y a une prédominance vraiment pour les valeurs de taille moyenne. Alors, qu'est-ce que c'est les valeurs de taille moyenne? Chez Crédit Mutuel Asset Management, c'est des valeurs entre 3 milliards d'euros de capitalisation et 10 milliards d'euros de capitalisation. Et c'est là où on a vraiment l'essentiel du fonds. 3 milliards d'euros jusqu'à 10 milliards, ça fait x3 quand même, ça laisse de la place. Et quand on a une société qui est à 5 milliards, ça fait jusqu'à 10 milliards d'euros, par exemple, ça fait x2 encore, donc ça laisse de la place. C'est vraiment là où on pense qu'on a des sociétés qui ont des bilans solides, qui ont suffisamment de liquidités sur le marché pour pouvoir
pouvoir faire des positions et pour pouvoir malheureusement de temps en temps, comme je vous l'ai expliqué, défaire certaines positions quand on s'est trompé, et cela arrive, bien évidemment. Et donc, dans le fond, là, on a la médiane de capitalisation, si j'ai envie de dire, j'aime bien regarder ça aussi, on est autour de 5,5 milliards à peu près. On est dans ces eaux-là, donc vraiment en plein cœur de la mid-cap. Et en moyenne pondérée, on est plutôt autour de 7,5 milliards d'euros de capitalisation. Et c'est là où on a aussi des poids très importants sur des sociétés qui sont en portefeuille de longue date, comme Sartorius Stedim par exemple, qui ont dépassé 10 milliards d'euros, qui font monter cette capitalisation boursière. Mais on est vraiment dans la plaque entre 3 et 10 milliards pour le fonds, donc vraiment de la valeur moyenne dans le fonds. Et finalement, très peu de valeur, même pour ainsi dire ces derniers mois, pas de valeur par exemple en dessous d'1 milliard d'euros de capitalisation boursière. Merci Jean-Luc, c'était très clair pour moi, hein. Je pense qu'on a peut-être une question. Merci. Alors, quel est l'horizon et l'objectif de performance et comment faites-vous l'arbitrage entre potentiel de hausse et risque de réalisation de cet objectif? Alors l'horizon, on est, j'aime à dire quand on investit sur les petites et moyennes valeurs, il faut être capable de tenir les positions. Et donc un horizon, communément, c'est 5 ans, mais je pense qu'il faut avoir quand même plusieurs années devant soi pour que le potentiel de croissance de ces sociétés qui est supérieur à celle notamment du marché des grandes capitalisations en zone euro arrive à se matérialiser en fonction des aléas qu'on peut avoir sur les marchés. Et après l'arbitrage effectivement entre potentiel et risque, effectivement quand on s'approche des 10%, alors c'est ce que j'ai donné comme potentiel, c'est hors dividende bien évidemment, mais les dividendes c'est pas la caractéristique première des petites et moyennes valeurs. Quand on se rapproche des 10%, par exemple sur un horizon 2024, quand on regarde à 1 an et demi devant, je dirais en calendaire, là c'est sûr que le potentiel est moins important, et là on entre dans une phase et dans un contexte qui est un peu moins favorable à prendre du risque sur le fond. Après on se veut très réactif. On n'a pas parlé du quatrième point du process du fait du temps, mais on a aussi une approche où on regarde beaucoup les volatilités. Et c'est vrai que quand on voit, et on a vu avec la hausse des taux notamment, qui a commencé à se matérialiser notamment aux États-Unis en 2021, on a eu des changements de volatilité de la part de certains titres. Je parlais de Sartorius Stedim, ça a été le cas notamment, qui était un titre qui était très peu volatile pendant de nombreuses années, qui après j'ai envie de dire, gagné en volatilité malheureusement avec ce qui se passait sur les taux longs. Et donc on fait très attention à ça, et notamment quand le marché devient un peu plus averse au risque, bien évidemment. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour Jean-Luc pour cette présentation et merci à vous de votre présence à ce webinaire. Je pense qu'il n'y a plus de questions, donc je vous remercie à tous et je vous dis à très bientôt pour le prochain webinaire. Merci. Merci.